Il s'agissait des plus gros paris sur la ruée vers l'or de toute la saison, le genre de décision qui séparait les mineurs légendaires de tous les autres. Chacun d'entre eux avait le potentiel de rapporter des millions de dollars en or, mais chaque pari était terriblement proche de détruire une saison minière entière. Tony Beats a parié plus d'1 million de dollars en dépouillant une énorme tirelire qu'il avait enfouie sous des milliers de tonnes de morts-terrain près de 30 ans plus tôt, ne se fiant qu'aux souvenirs effacés d'un sol riche en or dont il pouvait à peine se souvenir. Parker Schnabel a démoli la seule route, approvisionnant ses usines de lavage au milieu de la saison pariant que son équipe épuisée pourrait la reconstruire sur un sol gelé avant que chaque machine de la concession ne soit à court de terre. Une berme de retenue s'est soudainement effondrée à Mud Mountain, libérant un torrent d'eau dans une tranchée d'1 million de dollars. Un générateur a pris feu, un trommel s'est brisé sous une punition incessante, et un minuscule joint torique d'$1 a réussi à arrêter des machines d'une valeur de plus de 3 millions de dollars. Chaque catastrophe a été la même dure leçon à propos du Klondike. Parfois une saison entière, valant des dizaines de millions, peut dépendre de la plus petite pièce d'équipement ou du plus grand acte de foi. Une crise a éclaté sans avertissement lorsqu'un générateur est tombé en panne de façon spectaculaire. De la fumée s'est répandue dans le ciel alors que la machine s'est complètement éteinte, laissant toute une opération sans électricité. Le générateur de Lucifer est parti en fumée et il ne fera rien, a été diffusé le sombre rapport à la radio. En quelques minutes, les téléphones sonnaient partout au Yukon, alors que les équipes cherchaient désespérément un remplaçant. En acheter un n'était pas simple, et en louer un n'était pas beaucoup plus facile. L'unité disponible la plus proche se trouvait à South Paradise Hill, obligeant l'équipage à se lancer dans une course coûteuse, avant que les précieuses heures d'exploitation minière ne disparaissent à jamais. Pendant ce temps, à Paradise Hill, Tony Beats se retrouvait à regarder quelque chose qui le hantait depuis des décennies. Près de 30 ans plus tôt, lorsqu'il a ouvert pour la première fois cette section de Paradise Hill, il avait besoin d'un endroit où déverser des milliers et des milliers de mètres de morts-terrain, sans valeur, retirés de la surface. Sans s'en rendre compte à l'époque, il avait accumulé tous ces déchets directement sur la paix intacte de White Channel, se promettant qu'un jour il y reviendrait. Saison après saison, il exploitait la montagne de terre en pleine croissance, croyant toujours que le sol oublié en dessous contenait encore de l'or riche. Le problème était simple mais brutal. Le temps avait volé les détails. Tony se souvenait d'avoir coupé les bords, se souvenait de la couleur du gravier, se souvenait d'avoir cru qu'il y avait encore de l'or en dessous, mais il ne se souvenait plus exactement de la quantité qui avait été laissée derrière lui. Il n'y avait qu'une seule façon de régler la dispute qui vivait dans sa tête depuis 30 ans. Il lui faudrait tout déterrer. Debout à côté de l'énorme monticule, Tony expliqua comment la colline entière avait été créée des décennies plus tôt, alors qu'il n'y avait tout simplement pas d'autre endroit où déverser les morts-terrains. Aujourd'hui, ce tas oublié contenait environ 50 000 mètres cubes de déchets, soit de quoi remplir une quinzaine de piscines olympiques. Caché en dessous, si sa mémoire était bonne, se trouvait du gravier intact de White Channel capable de rapporter des millions de dollars. Il est monté dans son énorme excavatrice 460 et a commencé à décoller couche après couche de terre. Le premier saut n'a révélé que des graviers bruns, un matériau totalement sans valeur qui a immédiatement suscité le doute. Il a repositionné la machine creusée plus profondément et soudain, tout a changé. Des graviers d'un blanc éclatant apparurent sous la surface, exactement le genre de salaire que Tony avait espéré trouver. Le pari parut soudain à nouveau vivant, mais personne ne savait si cette riche couche continuait sur 10 pieds, 40 pieds, ou disparaissait entièrement après seulement quelques mètres. Trouver la réponse a nécessité un engagement considérable, en termes de main-d'œuvre et d'argent. Chacun de ces 50 000 mètres cubes a dû être retiré avant qu'une seule once d'or puisse être récupérée. 3 jours consécutifs de travail non-stop ont suivi avec un bulldozer des 10 poussant sans relâche, tandis que 2 excavatrices et 4 camions à roche transportaient charge après charge à travers la propriété. Des centaines de gallons de diesel ont disparu dans les machines alors que les coûts de main-d'œuvre augmentaient d'heure en heure. Monica Beats s'est approchée pour inspecter les fouilles et a demandé à son père s'il croyait vraiment que le pari serait gagnant. Tony sourit simplement avec la confiance qui avait défini toute sa carrière. S'il voulait des garanties, plaisantait-il, il serait allé travailler pour le gouvernement. L'exploitation de l'or n'a jamais récompensé la certitude. Cela récompensait ceux qui étaient prêts à tout risquer alors que tout le monde hésitait.
Même cette confiance a été testée avant la fin du décapage. Ruby, une amie d'enfance, transportait des charges loin de la tranchée lorsqu'un camion de roches entièrement chargé s'est soudainement enfoncé dans un sol meuble près du bord de l'excavation. Les opérations se sont arrêtées pendant que l'équipage luttait pour remettre le camion sur des bases solides. La lumière du jour plus précieuse a disparu alors que les équipements restaient inutilisés, brûlant du carburant sans produire une seule once d'or. Chaque retard rendait le pari plus coûteux, mais Tony refusait de reculer. Après 3 jours épuisants, les derniers morts terrains ont finalement disparu, révélant les saletés oubliées qui étaient restées enfouies pendant près de 3 décennies. Maintenant arrivait le seul chiffre qui comptait vraiment. Tony avait besoin d'environ 85 onces d'or rien que pour récupérer l'énorme coût du décapage du sol oublié. Kevin versa le nettoyage sur la balance tandis que tout le monde regardait dans un silence complet. 30 onces sont apparues en premier, puis 40, 60, 80. La salle a retenu son souffle avant que l'échelle ne s'arrête finalement à 105,20 onces, soit une valeur d'environ 185 000 $ au prix actuel de l'or. Techniquement, ce fut un nettoyage rentable, mais pas de beaucoup. Après soustraction du carburant, de la main-d'œuvre, des coûts d'équipement lourd, des dépenses de camionnage et des jours de production, le bénéfice réel de Tony ne s'élevait qu'à environ 35 000 $. Monica lui rappela qu'il avait parlé de trouver des millions sous cette pile. Tony se contenta de rire, acceptant le résultat avec le calme de quelqu'un qui avait passé 40 ans à jouer contre terre. Peu importe à quel point vous pensez en être sûr, a-t-il admis, vous ne savez jamais vraiment ce qui attend sous terre jusqu'à ce que le seau l'atteigne enfin. De l'autre côté du Klondike, un autre pari se déroulait au sein de l'entreprise de Parker Schnabel et celui-ci menaçait de faire dérailler une toute autre saison record. À l'usine de lavage de Big Red, le désastre s'est produit lorsqu'un gros rocher s'est coincé sous le convoyeur principal, déchirant complètement la bande, tout en tordant 2 énormes châssis à rouleaux en acier mutilé inutile. Le contremaître Mitch Blaschke s'est soudainement retrouvé face à une décision impossible. Parker était en mission de prospection en Alaska, laissant à Mitch la responsabilité de maintenir l'opération en vie tout en poursuivant un objectif saisonnier ambitieux. Les pièces de rechange mettraient plusieurs jours à arriver, un temps dont l'équipage ne disposait tout simplement pas. Chaque heure où Big Red restait silencieux signifiait que l'or restait dans le sol. Plutôt que d'attendre du nouveau matériel, Mitch a choisi de miser sur l'improvisation. En collaboration avec le mécanicien Shine, il a décidé de retirer l'énorme trémie d'alimentation en un seul mouvement, ce qu'il n'avait jamais tenté auparavant. Près de 30 tonnes de terre se trouvaient toujours à l'intérieur de la trémie, ajoutant un poids considérable à une opération déjà dangereuse. Personne ne savait si l'énorme pelle 700 pouvait soulever autant de poids en toute sécurité, alors que les vérins hydrauliques tendaient sous la charge et que la flèche fléchissait visiblement la trémie, s'est lentement élevé du convoyeur endommagé. Ce fut un appel incroyablement serré. Un peu plus de poids, un vérin hydraulique légèrement plus faible, ou un faux mouvement auraient pu faire retomber l'ensemble sur la machine, transformant une réparation difficile en une panne catastrophique. Une fois l'accès finalement obtenu, Mitch a utilisé un chariot élévateur pour redresser l'un des châssis à rouleaux écrasés. Il ne s'agissait pas d'une réparation permanente ou de quoi que ce soit proche des spécifications d'usine. Il s'agissait d'une véritable solution de brousse, le genre de solution désespérée que les mineurs n'inventent que lorsque l'alternative leur fait perdre des millions de dollars. Le cadre courbé reprit lentement quelque chose qui ressemblait à sa forme originale, tandis que le chariot élévateur se pressait contre l'acier tordu. Si le métal se brisait au cours du processus, les pièces de rechange mettraient encore des jours à arriver, mettant ainsi fin à toute chance réaliste d'atteindre les objectifs de production. Chaque mouvement exigeait de la patience, car il n'y avait absolument aucun plan de sauvegarde en attente en cas d'échec de cette réparation. Après avoir remodelé les supports endommagés, Mitch et Shane ont remis en place l'énorme tapis roulant de 500 livres. Le processus exigeait une coordination minutieuse, utilisant de la machinerie lourde pour écarter les rouleaux juste assez pour que la courroie glisse en place avant de tout remettre en place pouce par pouce. Les connexions hydrauliques ont été refixées. Le bac tampon a été boulonné et l'équipage a finalement redémarré l'installation de lavage. Contre toute attente, le pari était réussi. Au lieu de perdre 3 jours complets à attendre le remplacement des composants Big Red, est revenu à la production, après avoir sacrifié une seule équipe, économisant ainsi des centaines de milliers de dollars en or potentiel.
Lorsque Parker est finalement revenu d'Alaska, il a immédiatement demandé à Mitch comment l'opération s'était déroulée pendant son absence. Mitch n'avait guère besoin de répondre. La table de nettoyage parlait bien plus fort que les mots ne pourraient jamais le faire. Big Red, à lui seul, avait produit 174 onces au cours de sa dernière semaine, tandis que les 3 semaines précédentes avaient ajouté plus de 2000 onces supplémentaires. En seulement 4 semaines, l'équipe de Parker a récupéré une quantité étonnante de 2293 onces d'or d'une valeur d'environ 4,3 millions de dollars, le plus grand nettoyage de 4 semaines que l'opération ait jamais réalisé. Regardant la montagne d'or, Parker a discrètement fait remarquer qu'il n'y a pas si longtemps, un nettoyage de cette ampleur aurait représenté une saison entière exceptionnelle, plutôt qu'un simple mois extraordinaire. Mais même cet incroyable succès a failli s'effondrer lorsqu'une autre crise a éclaté à Mud Mountain. Parker avait déjà investi plus d'1 million de dollars pour démanteler le Claims avant même que l'exploitation minière puisse commencer, et chaque journée de travail supplémentaire ajoutait 50 000 dollars supplémentaires en dépenses. Slucifer, la seule station de lavage traitant les impuretés du site, a finalement repris ses activités après d'importants travaux de maintenance. Tout semblait se mettre en place jusqu'à ce que l'opérateur du chargeur Tatiana remarque que quelque chose de grave n'allait pas dans le bassin de décantation. L'eau circulant à travers le tuyau de dérivation avait doucement rempli l'étang jusqu'à ce que la berme de retenue s'effondre soudainement. En quelques instants, une profonde tranchée a creusé la boue, tandis que des milliers de gallons d'eau déferlaient directement dans l'excavation. L'inondation s'est accélérée si rapidement qu'elle ressemblait à une rivière entière se déversant dans la tranchée. Si la fosse était complètement inondée, chaque mètre de terre dégelée sur la propriété disparaîtrait sous l'eau, retardant la production de plusieurs semaines et détruisant potentiellement toute la saison avant que la terre la plus riche ne puisse atteindre l'usine de lavage. L'intervention d'urgence a commencé instantanément. Mitch a sauté dans l'énorme excavatrice 700, tandis que Tyson courait vers la brèche en transportant des sacs de sable dans l'espoir de ralentir le torrent suffisamment longtemps pour trouver une solution. Il n'y avait aucune possibilité de planification minutieuse, car chaque minute qui passait apportait plus d'eau dans la tranchée. La réponse évidente aurait été de creuser un canal de drainage jusqu'à la rivière Indian, à plus de 1000 mètres de distance, mais ce projet à lui seul prendrait une demi-journée bien trop longue pour sauver l'excavation. Puis Mitch a repéré quelque chose que presque tout le monde avait négligé, le léger contour d'un ancien lit de ruisseau traversant la propriété. Il n'avait aucune certitude qu'elle soit toujours en pente vers la rivière ou qu'elle puisse transporter suffisamment d'eau pour faire une différence, mais il n'y avait pas de meilleure option. Sans hésitation, il installa les dents de tigre les plus agressives disponibles sur le godet de l'excavatrice et commença à creuser le permafrost gelé, pariant qu'un cours d'eau oublié des décennies, voire des siècles plus tôt, pourrait devenir la seule chose qui puisse empêcher la saison de Parker Schnabel d'un désastre complet. Si le fossé fonctionne, la coupe est enregistrée. Si ce n'est pas le cas, il perd encore 1 heure pendant que l'eau continue de monter. 30 minutes plus tard, Tyson répond par radio. La brèche est en grande partie colmatée. Le flux a ralenti. Mitch termine la tranchée. Tatiana hisse la pompe d'assèchement au-dessus de la montée des eaux. Tyson accroche la conduite d'aspiration. La pompe démarre, l'eau bouge. L'ancien lit du ruisseau descend jusqu'à la rivière Indian. En 2 heures, la coupe est sèche. Mitch regarde la boue qui recouvre ses bras et dit à l'équipage que c'est l'appel le plus proche qu'ils aient jamais eu sur la propriété. Si cette berme avait tenu encore 30 secondes de plus, tout cela aurait été une piscine. La défense des anciens. De retour à Paradise Hill. Tony Batt est aux 2 tiers de sa saison et est toujours à 2500 onces de moins que son objectif de 5000 onces. La coupe d'or est terminée. La coupe bleue est réduite en miettes. Tony passe à la coupe de 80 chiots drainant l'eau et poursuivant le salaire du canal blanc qui, selon lui, pourrait fournir 2000 onces. Pendant que le trommel parcourt le dernier morceau de coupe bleue, Tony promène le chiot de 80 ans à la recherche de la prochaine tirelire. Il aperçoit quelque chose de blanc qui dépasse du mur de terre. Il grimpe pour se rapprocher. C'est une défense de mammouth, une vraie polie par des années de pression enfouie. La première défense que Tony ait jamais vue sortir directement d'un talus de Paradise Hill. Il y a 2 mois, un autre chercheur d'or à 60 km de là a sorti du sol
un bébé mammouth laineux presque entièrement momifié. Il y a quelques années, cette même propriété a découvert un crâne de cheval, l'ADN lié aux anciens ânes et zèbres. Il y a quelques années, ici, nous avons trouvé un cheval. Il avait des poils. Cela est lié à un âne et à un zèbre par l'ADN. C'était l'un des crânes les plus anciens jamais découverts. Tony envoie Monica, Mike et Kevin par radio à la banque. Mike travaille soigneusement l'appel et découvre une plus grande partie de la défense. Monica suggère d'appeler les paléontologues. S'il y a une défense aussi grosse qui dépasse, elle dit qu'il pourrait y avoir un crâne entier derrière. Voici le piège: faire appel aux scientifiques. Arrête l'ensemble des 80 chiots juste au moment où la coupe bleue est à sec, juste au moment où Tony a besoin que ce canal blanc paye plus que jamais. Il appelle quand même. L'équipe de paléontologie arrive et travaille la section à la main. Ils suivent la défense jusqu'à son extrémité et trouvent le reste 10 pieds de long, soit environ 295 livres en fonction de la longueur et de la circonférence. Ils l'identifient comme un mâle, probablement âgé de 30 ans au moment de sa mort, un mammouth taureau qui parcourait le Klondike avant la fin de la dernière période glaciaire. Le crâne n'est pas attaché, mais l'équipe confirme que la section est dégagée pour l'exploitation minière quelques heures seulement avant que Tony ne soit à court de salaire. Le chiot de 80 rouvre. Le salaire de la chaîne blanche commence à frapper le trommel. La famille Beats est de retour aux affaires. Générateur en feu. Au cours de la même période de la saison, Tyson voit de la fumée s'échapper de ce Lucifer. Mitch prend de l'eau. Il court. Le générateur semble être en feu. Lorsque la fumée se dissipe, le diagnostic est brutal. La tête du générateur est cuite, grillée, au niveau du branchement moteur. Pas de réparation, pas de rechange sur place. Le moteur tourne, produit de la puissance, fait que tout fonctionne à l'usine. Sans cela, il n'y a pas d'électricité pour faire fonctionner ce Lucifer ou l'un de ses tapis roulants. Big Red est le seul autre générateur en fonctionnement sur la propriété et il ne peut être épargné. Mitch prend le téléphone. Il appelle tous les fournisseurs qu'il connaît. Toute personne possédant un générateur de 175 kW pouvait le prêter, le louer ou le vendre. Chaque machine de cette taille fonctionne déjà ailleurs. L'unité disponible la plus proche est à 2 semaines. 2 semaines, c'est tout le reste de la saison. Mitch annonce la nouvelle à Parker. Parker y réfléchit. Il reste peut-être 3 jours d'éclusage dans le canal de Panama. Ils ne savent même pas à quel point l'or est précieux. Ils ont consacré des semaines de travail à décaper ce terrain et maintenant ils doivent le quitter. Il n'y a pas d'autres options. Combien vous reste-t-il à évacuer? Je veux dire, il y a pas mal de temps là-dedans, environ quelques jours. Je dirais que oui, probablement 3 jours. Laissons ça. 2 jours pour évacuer n'importe quoi. Ce Lucifer a officiellement terminé la saison. L'équipage commence à démonter la plante et à la mettre au lit. La décision de s'éloigner du canal de Panama met sérieusement en doute l'objectif de Parker d'exploiter 100 acres et de battre le total de la saison dernière. Il lui manque 1700 onces par rapport au record de l'année dernière. Mais voici l'affaire Big Red s'en sort. La dernière semaine, la coupe de la piste a atteint 355 onces d'une valeur de plus de 600 000 $, et le dernier souffle de ce Lucifer avant sa mort a ajouté près de 400 onces supplémentaires provenant du canal de Panama. En moins d'une semaine combinée, la semaine stocke 928 onces d'une valeur d'environ 1,5 million de dollars. La meilleure semaine de la saison de Parker. 5 onces par heure sur une plante sur le meilleur terrain jamais exploité. Leur total au Yukon grimpe à 7489. Le trommel craque. De retour à Paradise Hill. Tony Beats est confronté à sa propre crise d'équipement. Kevin et l'équipe démontent le trommel pour inspecter une déchirure qui grossit depuis des semaines. Tout d'abord, ils soulèvent le convoyeur. Mike travaille les commandes avec soin, réduisant ainsi le poids. Ensuite, ils s'attaquent au baril de 40 tonnes lui-même qui n'a pas été déplacé depuis plus d'une décennie. Lorsque Mike le libère enfin avec la pelle et le pose au sol, le tableau est les 80% des cales qui maintiennent les anneaux ensemble sont usés. Une fissure traverse tout le chemin. 2 autres démarrent. La partie qui maintient fermement le verrou est sur le point de s'enclencher. Si cela se produit à mi-parcours, cela détruit tout. Kevin parcourt les dégâts. Il dit à Tony que pour réparer, il faudrait 4 ou 5 soudeurs faisant fonctionner l'arc pneumatique sans arrêt pendant des jours. Et même alors, ils trébucheraient les uns sur les autres.
Tony pose des questions sur deux soudeurs. Kevin secoue la tête. Ils n'ont ni le personnel, ni le temps avant la fin de la saison. La réparation devient un projet de l'année prochaine. Je ne pense pas que vous aurez fini. De toute façon, nous n'avons pas suffisamment de personnes capables de souder notre arc aérien pour faire tout cela avant la fin de la saison. Alors, on va arrêter ça alors. Je ne pense pas que nous ayons suffisamment de personnel à temps pour que cela fonctionne dans le délai qui nous reste. D'accord ? Eh bien, projet pour l'année prochaine. Et la saison minière de Paradise Hill est effectivement terminée. Mais Tony a encore une coupure à faire un trou de gloire qu'il a ouvert sur une intuition. Au cours de la dernière semaine, le Trommel a payé le reste de sa paie avant de échouer. Il est maintenant temps de le peser. Tony a besoin de 400 onces juste pour atteindre son objectif de 5000 onces pour la saison. Kevin verse. L'échelle monte 10, 20, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600, 94 onces, soit une valeur de 1 200 000 $ en une seule semaine. Le trou de gloire livre le meilleur or de toute la saison. Le total final de la famille Beats s'élève à 5 295 onces, la plus grosse saison de Tony à Paradise Hill. La pièce reste silencieuse pendant un moment, puis Tony sourit et dit que le seul problème maintenant est de savoir comment le dépenser. Le pari de Parker sur la route. Avec Lucifer mort et Roxane, la seule usine de lavage encore en activité. Parker décide qu'il n'a pas fini. Il veut ouvrir un nouveau terrain, une coupe de 10 acres, qu'il appelle l'extension du canal de Panama, à plus de 1000 mètres, en aval de la coupe aux ours, où se trouvent les usines de lavage. Pour toucher son salaire, Parker doit démolir la seule route reliant son camp au lavoir à la mi-saison. Avec peu de temps, Mitch n'arrive pas à y croire. Le contremaître dit à la caméra qu'il ne reste pas assez d'heures dans la journée ou de jours dans la saison pour gérer ce qui est déjà prévu, et maintenant Parker veut détruire la seule route d'accès et en construire une nouvelle en même temps. Parker a ajouté une énorme quantité de travail à notre emploi du temps déjà surchargé. Il n'y a déjà pas assez d'heures dans la journée et de jours dans cette saison pour traverser ce que nous avons en cours, et pour que Parker veuille venir ici et retirer la seule route, le seul accès que nous avons, jusqu'à l'endroit où nous travaillons actuellement pour commencer un autre montage. Je pense que c'est fou. Si la nouvelle route n'est pas construite rapidement, les camions-citernes ne pourront pas atteindre les usines. Les usines ont fermé leurs portes. La saison se termine. Mitch commence à creuser. Parker pensait qu'avec des coupures des deux côtés de la route, la section serait entièrement dégelée. Mais Mitch touche presque immédiatement le sol gelé. De la glace partout, pergélisol. Le bulldozer peut à peine rayer. Toute la roche est collée ensemble. L'eau qui aurait dû s'écouler des deux côtés est toujours emprisonnée dans la terre sous forme de glace solide. Le pari semble mort avant d'avoir commencé. Puis Mitch change d'approche. Au lieu d'essayer de creuser le sol gelé, il commence à déposer des résidus grossiers comme base de la route. Des camions déversant des pierres concassées aussi vite qu'ils le peuvent. Toute l'équipe converge vers le projet. 12 heures consécutives de construction. Une fois terminée, la nouvelle route relie le camp au lavoir. Plus large que l'ancien, plus rapide et meilleur drainage. Les camions reviennent juste à temps. Tyson signale par radio qu'il reste à peine assez de saleté dans les usines pour le quart de nuit et que l'extension du canal de Panama s'avère être le meilleur terrain qu'ils aient jamais exploité. La route de Doug Tony Beats amène un consultant en efficacité nommé Doug à Paradise Hill pour parcourir la propriété. Doug étudie la route de transport depuis le Trommel jusqu'au superstand de Tony. L'ancienne route fait un mile de long serpentant de haut en bas à flanc de colline, avec des pentes atteignant 12% par endroit, certaines sections à 8%, d'autres à 12%. Des camions chargés rampent sur les pompes escarpées. Les camions vides brûlent du carburant qui redescend. Doug dessine une ligne différente à travers la propriété, plus droite, plus plate. 1000 pieds plus courte dans chaque sens. 1400 pieds plus courte par aller-retour. Il gère les chiffres. Avec 200 trajets en camion par semaine, les économies de carburant s'élèvent à elles seules à environ 80 000 $ sur la saison. Tony est sceptique. 80 000 $ ne poussent pas sur les arbres, mais il accepte d'essayer. L'équipe passe 3 jours avec environ 20 000 $ à construire la nouvelle route pour prouver la théorie. Tony fait une course. Mike conduit un camion de roche sur la nouvelle route, limitée à 20 000 à l'heure. Monica en conduit une autre sur l'ancienne route à toute vitesse. Dès le départ, Monica prend les devants.
Mike roule simplement sur la pente progressive, la regardant travailler les courbes. Même avec Mike limité à 20 ans, la nouvelle route réduit de 2 minutes chaque aller-retour. Monica l'appelle au bout de 5 minutes et demie. Mike arrive à 4 heures. Le trommel roule plus vite, les camions consomment moins de carburant. L'ensemble de l'opération commence à déplacer plus de terre à l'heure. Tony réalise sa meilleure semaine jusqu'à présent, 222 onces d'une valeur d'environ 440 000 $. Un pari sur la recommandation d'un étranger qui rapporte en espèces sonnantes et trébuchantes. 60, 70, 80, 80, 10, 100 et 20, 30, 50. 60, 70, 80, 90, 200, 200, 20, 2. Le joint torique à $1. Puis les paris commencent à revenir. Sur Paradise Hill, l'appel 460 tombe en panne à l'usine de lavage. Eric, le jeune opérateur de houe, informe Mike par radio que sa pelle a cessé de fonctionner et que les résidus s'accumulent plus vite que le trommel ne peut suivre. Mike ferme l'usine. Toute l'opération s'arrête. Mike Beats fait remonter le problème à une seule conduite hydraulique de l'huile hydraulique s'écoulant du 460. La flèche est complètement paralysée. Avec le 460 en panne, toute l'installation de lavage tombe avec lui, le trommel, 2 excavatrices et un camion de roches, tous bloqués à cause d'une fuite. Kevin s'y met. Il coupe la ligne pour enquêter. La solution s'avère être un petit joint torique en caoutchouc d'1,5 pouce de diamètre. Cela vaut peut-être $1, mais sans cela, tout le boom se bloque. Le joint torique scelle le tuyau alimentant le fluide hydraulique jusqu'au bras de la pelle. Lorsqu'elle se brise du liquide, s'échappe la pression chute et la rampe gèle. Sans ce boom, le trommel ne peut pas être nourri. Sans alimentation, l'usine ne peut pas fonctionner. Sans l'usine, Tony perd jusqu'à 2000 $ de l'heure en or. Kevin tire la ligne, trouve le joint torique défectueux, le remplace et redémarre le tout. Tony secoue la tête et dit que les gens pensent que c'est juste un peu d'huile, mais qu'un petit joint torique ne leur a coûté que quelques $1000. Le pari de Parker sur l'Alaska. Vient ensuite le plus gros pari de Parker. 9 ans après avoir quitté son pays d'origine, Parker Schnabel, 27 ans, retourne enfin en Alaska. Il a passé 2 ans à négocier l'accord. 3000 acres de terrain historiquement riches en or, à 20 miles au nord de Fairbanks. Il pense que la propriété pourrait rapporter 1000 onces lors de sa première saison. Pour Parker, l'objectif global consiste à trouver le prochain site où une véritable opération sera réalisée en montrant qu'il y a encore 10, 20 ou 30 000 onces à exploiter. Pour moi, le principal moteur de tout cela est de vraiment essayer de trouver le prochain endroit pour mener une grande opération. Il s'agit de montrer que d'accord, il y a, vous savez, encore 10, 20 ou 30 ou peu importe des milliers d'onces à faire ici. Le territoire du Yukon s'épuise. C'est de l'Alaska que doit venir la prochaine décennie. Il se présente avec du matériel minier, un opérateur australien nommé Tyler Mankey, un opérateur alaskien nommé Mark Favors et presque aucun équipage. Il embauche le reste sur les réseaux sociaux. 2 d'entre eux, Phil et Jared, arrivent sur la propriété sans avoir jamais utilisé une excavatrice de leur vie. Phil monte dans une excavatrice qu'il n'a jamais utilisée. Jared suit les opérateurs. Mark débarrasse les arbres. L'équipe commence à constituer un stock de résidus provenant des anciens qui travaillaient dans ce ruisseau il y a un siècle. Les anciens ont creusé des puits dans le pergélisol jusqu'au substrat rocheux. Ils dérivent les mines horizontalement, remontent le filon d'or à la surface et lavent la paix à travers des caisses de vidange primitives. Et ils ont laissé des résidus partout. Des analyses ont montré que les résidus sont encore chargés d'or. Parker peut exploiter l'exploitation minière la moins chère possible, gratter les arbres, et la terre est prête à entrer directement dans l'usine. Mais le fond de la propriété va être en désordre. Les vieux puits et galeries se trouvent tous quelque part là-bas, des trous de boue qui peuvent avaler un trou de bulldozer. Tyler avertit les nouveaux opérateurs de rester à l'écart des bords, de ne jamais entrer dans l'étang et de ne jamais paniquer si quelque chose commence à mal tourner. La plupart des gens rendent un bulldozer coincé 10 fois pire en essayant de le sortir de là. Avec la moitié de la saison déjà écoulée et une toute nouvelle opération dans un tout nouvel état, Parker parie qu'un territoire entier qu'il n'a jamais exploité sera à la hauteur. Tirelire est en faillite. Tous les paris ne sont pas payants. Tony bat sa prochaine tentative de gestion d'une tirelire enterrée lorsque l'hirondelle heurte un mur. Sol gelé.
arrêt constant. À la fin de la semaine, le trommel avait à peine fonctionné. La pesée de l'or 78 onces, soit 7 onces de moins que le seuil de rentabilité. Silence de mort dans la pièce. Tony regarde la table et admet l'évidence, ils ne retourneront pas dans cette fosse. Certaines tirelires peinent, dit-il à la famille. Certains sont vides. C'est l'affaire. Vous ne pouvez pas apprécier les bons jours sans passer également une mauvaise journée. Pas étonnant que vous en ayez autant. Je suppose que c'est tout ce que nous en avons retiré alors. Je suppose que nous n'y retournerons pas. Non, mais pas impressionnant du tout. Mais vous avez aussi ces jours, je suppose. Ouais, vous savez, vous ne pouvez pas apprécier les bons jours à moins d'avoir aussi une mauvaise journée. Mais Tony n'a pas fini de jouer. Il y a un autre tas de résidus anciens au bord de la propriété prélavés par les mineurs, il y a un siècle. Toute l'argile a été emportée par les eaux, tous les matériaux faciles ont été exposés. Juste de la terre qui attend d'être passée une fois de plus dans une usine. Tony allume l'usine Kiwi et pointe Monica vers la pile. Désiré opérateur de chargeuse débutant élimine les résidus fins à la fin du parcours de balayage. Et puis, cela arrive, le godet de Désiré attrape le câble à la sortie, tire la poutre vers l'avant et tord toute la trajectoire d'orientation latéralement. L'usine s'arrête. Chaque heure d'arrêt de Tony lui coûte jusqu'à 2000 $ en or perdu. Kevin plie la barre en arrière-sous d'une pièce et réinitialise l'angle pendant la course. 8 heures se sont écoulées. Ils redémarrent l'usine Kiwi et peuvent enfin gérer les résidus. 4 heures d'éclusage proprement dit, plus tard, le parcours est terminé. La pesée s'élève à 4,2 onces pour 400 mètres de salaire, soit 1 once pour chaque centaine de mètres, soit le double du seuil normal de Tony pour une course rentable. Les anciens résidus fonctionnent mieux que tout ce que Tony retire de la colline. Le lendemain matin, il ordonne à l'équipage de charger et de courir davantage. La table finale. Tony bat les stands à la table de nettoyage de Paradise Hill. Les pots captent la lumière. 5295 onces d'or séché devant lui. À des centaines de kilomètres au sud, Parker Schnabel regarde une autre table se remplir au camp du Yukon. Mitch sourit. L'extension du canal de Panama porte toujours ses fruits. Et quelque part dans un seau de pièces détachées, un joint torique à $1 se trouve là où il a atterri, lorsque Mike l'a retiré du 460, la plus petite chose sur la propriété, l'appel le plus proche de l'année. Alors quel pari auriez-vous fait? Auriez-vous démoli la route d'accès comme Parker? Auriez-vous appelé le paléontologue en pleine saison comme Tony? Ou auriez-vous complètement abandonné la tirelire enterrée? Déposez votre réponse dans les commentaires. Et pendant que vous étiez là-bas, dites-moi quel chercheur d'or a selon vous connu la meilleure année, car les chiffres dans cette vidéo sont plus proches que vous ne le pensez. Je lirai chaque réponse.